Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités d'exception autour d'un thème qui nous passionne, l'architecture. Bonjour Carole Diop, Bonjour Studio Kassoumine. Xavier Rico, Bonjour, Studio Kassoumine. Alice Habari. Bonjour Studio Kassoumine. Merci à vous d'être avec nous. C'est un réel plaisir de vous accueillir dans notre studio pour un échange que nous savons déjà riche et inspirant. Ce moment est le vôtre. Nous sommes prêts à vous écouter. Qu'est-ce que l'architecture? L'architecture, c'est un vaste sujet qu'on peut faire remonter jusqu'à l'époque préhistorique. À l'époque préhistorique, les premiers hommes sont à la recherche de protection. Ils cherchent à se protéger de tout. Ils cherchent à se protéger des bêtes sauvages, des moustiques, des autres êtres humains qui essayent de les attaquer ou de leur prendre leurs richesses, se protéger du froid, se protéger de la chaleur, bref, se protéger de tous les éléments qui leur posent des problèmes. Et ils vont naturellement aller rechercher des abris naturels qui existent pour se protéger justement. Ils vont se réfugier dans des grottes, ils vont se réfugier dans des trous, dans des arbres, dans des îles, bref, à tous les endroits où ils pourront être un peu plus en sécurité. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas rester toujours au même endroit parce que forcément, ils ont besoin de se nourrir ou alors ils sont chassés par d'autres êtres humains. Donc, ils vont se déplacer et en se déplaçant, ils vont aller à la recherche de conditions un peu meilleures pour à la fois se nourrir et vivre tout simplement. Donc ils vont se déplacer comme ça en petits groupes et petit à petit, ce sont les premiers migrants en quelque sorte, coloniser l'ensemble de la planète sur plusieurs générations comme ça, en s'adaptant, en utilisant les ressources locales. C'est-à-dire qu'ils vont se construire des abris avec des feuilles, avec des branches, avec des pierres, avec de la glace, avec de la mousse, presque avec tous les matériaux qu'ils vont trouver sur place à chaque fois. Ces gens-là aussi vont domestiquer des animaux, des bœufs, des rennes, bref, cette domestication des animaux va leur permettre de transporter avec eux, dans leur vie de nomade, leur nourriture. Mais petit à petit, ils vont s'implanter dans des endroits où ils trouveront des conditions de vie un peu plus satisfaisantes, et devenir progressivement sédentaires. Au moment où ils deviennent sédentaires, ou parce qu'ils deviennent sédentaires, ils vont inventer l'agriculture qui va constituer une révolution dans l'histoire de l'humanité. Et cette agriculture-là va leur permettre de rester sur place, et parce qu'ils ont l'instinct grégaire, décider de vivre en communauté de plus en plus grande. Ces petits groupes de personnes vont former des hameaux, puis des villages, puis des villes, et ces villes progressivement vont se transformer vers ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais cette proximité de l'homme avec la nature en utilisant les ressources locales, petit à petit, va se perdre jusqu'à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais au début, l'homme est véritablement fait partie de la nature. C'est un animal qui s'est transformé, qui s'est spécialisé. Il est la nature, il la comprend, il la respecte et il l'utilise à son profit. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du bon sens, et c'est un bon sens qu'on a un petit peu perdu désormais. Donc les gens, tous ces groupes humains vont construire des villes qui vont avoir une architecture extrêmement diversifiée à travers toute la planète, en fonction justement des conditions locales et des spécialités. Ils vont également se spécialiser dans des métiers différents. Il va y avoir des métiers, notamment dans le domaine de la construction, qui vont être inventés, des métiers de forgeron, des métiers de maçon, des métiers de charpentier, etc. Il va aussi y avoir des bâtiments qui vont se spécialiser dans des domaines d'activité précis, par exemple des lieux de culte, des lieux de pouvoir, des lieux de militaires, etc. Donc voilà un peu comment, petit à petit, on va évoluer vers quelque chose qui va être de plus en plus normé, avec des règles de vie en société, mais également des règles de vie communes, des règles de construction. Toutes ces règles de construction vont amener à codifier, à normer ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture, et progressivement, on va arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui, à travers des évolutions très différentes selon les pays. Ce qui est intéressant de noter,
c'est que, toutes ces formes d'architecture différentes vont être produites et encore jusqu'à aujourd'hui, par des gens qui ne sont pas architectes, qui n'exercent pas le métier d'architecte. C'est une architecture sans architecte, qui a produit des merveilles à travers le monde et qui encore aujourd'hui, est l'essentiel de l'architecture, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture. Qu'est-ce que le patrimoine architectural? Alors le patrimoine architectural, c'est aussi une question assez vaste. En fait, le mot patrimoine déjà provient du latin patrimonium et ça veut dire ce qu'on a hérité de nos pères. Nos pères au sens large, nos ancêtres, ce dont on a hérité de nos ancêtres et ce dont nos ancêtres ont hérité de leurs propres ancêtres et que nous allons transmettre à nos propres enfants. Donc en théorie, le patrimoine, c'est donc tout ce qui nous appartient, et dont on va faire hériter nos enfants. Ce terme patrimoine s'applique à tout un tas de spécialités. Il y a du patrimoine naturel, environnemental, il y a du patrimoine, immatériel, comme des chants, des danses, tout ce qui peut être culturel et puis il y a du patrimoine matériel, comme comme des tableaux, comme des objets ou comme de l'architecture. Tout ça, c'est du patrimoine. Maintenant, il y a différents niveaux de patrimoine. Il y a un patrimoine qui est individuel. Par exemple, moi, mon patrimoine n'est pas le même que celui de Carole, que celui d'Alissa. J'ai un patrimoine qui m'est propre, individuel, qui est constitué qui peut être constitué de maisons, qui peut être constitué de ma montre, qui peut être constitué de beaucoup d'autres choses. C'est mon patrimoine, il m'est propre. Ça peut être aussi, des éléments immatériels qui me sont propres, des éléments de ma culture qui me sont propres, c'est mon patrimoine. Mais il peut y avoir un patrimoine aussi au niveau, d'une famille, au niveau d'une ville, au niveau d'un pays, et au niveau de l'humanité tout entière. Quand ça concerne l'humanité tout entière, le patrimoine peut être classé par l'UNESCO. On disait autrefois le patrimoine mondial de l'humanité. En fait, on dit maintenant patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un patrimoine qui appartient à toute l'humanité. Autrement dit, par exemple, les pyramides d'Égypte, m'appartiennent, vous appartiennent, et appartiennent aussi à tous les Sénégalais, à la planète entière. Ce patrimoine-là, on a le devoir moral de le préserver, de le protéger et de le transmettre. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. On a tendance, notamment au Sénégal, à penser que le patrimoine, c'est une notion, importée, exogène, qui il y a même pas de véritable traduction wolof du mot patrimoine, je pense. Et donc, il est assez négligé. Il est maltraité et donc on a tendance à se dire: «C'est pas important», on le fait disparaître. Mais en faisant ça, on fait disparaître nos racines, on fait disparaître notre culture, on fait disparaître notre âme, en fait. Hem, je reviens sur la notion de patrimoine individuel. Essayez d'imaginer ce qu'on appelle une time capsule, c'est-à-dire une boîte, dans laquelle vous allez mettre tout ce à quoi vous tenez, vous allez l'enterrer et vous allez ouvrir cette boîte dans 100 ans ou vos enfants vont ouvrir cette boîte dans 100 ans et voir quels sont les éléments auxquels vous teniez, les objets auxquels vous teniez il y a 100 ans. Et vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous surprendre parce que les sociétés évoluent. Maintenant, imaginez que cette boîte, elle fait la taille d'une ville ou d'un pays, je ne sais quoi, et vous allez mettre dedans tout ce qui peut vous intéresser, tout ce qui est votre patrimoine, et vous verrez que vous n'avez pas du tout le même patrimoine que votre voisin ou que ma voisine. Peut-être, revenir sur, ce que tu as dit sur, l'architecture. J'ai trouvé très intéressant que tu parles du métier d'architecte et de tous les métiers qui sont, liés et je voulais peut-être ajouter que justement, au-delà de cet aspect matériel qui est donc le bâtiment, l'architecture, c'est aussi tout un tas de savoir-faire, ces savoir-faire traditionnels ou modernes, contemporains aujourd'hui, qu'on utilise aujourd'hui pour construire de l'architecture. C'est ce que je voulais rajouter et par rapport à la notion de patrimoine architectural, tu l'as bien dit, je pense que c'est ce qui dit notre identité, notre culture, mais c'est aussi ce qui raconte notre histoire, tu l'as bien dit et justement, je trouve que souvent, on a tendance en Afrique à considérer que le patrimoine architectural, il n'est que, précolonial ou colonial, comme si à partir de la à la fin de la colonisation, on n'avait plus, produit de patrimoine.
Voilà, je voulais rajouter que le patrimoine architectural, c'est aussi une question d'histoire, et que ça appartient aussi bien au précolonial qu'au colonial, qu'au postcolonial et même au contemporain puisqu'on est encore aujourd'hui en train de produire du patrimoine architectural. C'est ce que je voulais rajouter. Donc par rapport à la définition de l'architecture, ce que je voulais, ajouter, c'est que l'homme a toujours voulu, en fait, laisser des traces et que la plupart des monuments qui ont été construits de manière pérenne, c'était soit des monuments religieux ou des sépultures, des choses qui devaient rester et ça rejoint un peu, justement cette notion de patrimoine puisque ces monuments qui devaient rester, c'est ce qu'on léguait aussi aux générations futures et c'est ce qui constitue aujourd'hui ce patrimoine qui nous appartient à tous. Il y a une chose importante à comprendre, c'est que, pour pouvoir protéger le patrimoine, il faut le connaître et il faut le comprendre et ça veut dire qu'il faut avoir ce qu'on appelle une sensibilité patrimoniale et la sensibilité patrimoniale, c'est pas quelque chose qu'on a quand on vient au monde. C'est quelque chose qu'on acquiert progressivement, c'est quelque chose qui s'enseigne même, j'ai eu à le faire et c'est quelque chose qui s'apprend donc. Ça c'est important de le comprendre parce que, il faut pas, blâmer les gens qui n'ont pas cette sensibilité patrimoniale, comme ce qui peuvent être des particuliers, mais qui peuvent être aussi des autorités. Il faut que les autorités apprennent à faire appel à ce qu'on appelle les hommes de l'art, les hommes ou les femmes de l'art, qui ont cette sensibilité-là et qui savent comment protéger, comment mettre en valeur, ces bâtiments du patrimoine. Quelles sont les particularités du patrimoine architectural au Sénégal et quel est son état aujourd'hui? Alors pour, revenir à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la classification du patrimoine architectural par période, quand on regarde, par exemple, la liste des monuments, des sites et monuments historiques classés, on remarque que 61 de ces sites classés sont, issus de la période coloniale. Heu, je pense que ça crée une, dichotomie entre ce qui fait officiellement patrimoine et ce que, les populations, de façon générale, considèrent comme étant leur patrimoine. Et je pense aussi que, c'est lié à ce que Xavier disait tout à l'heure, ce défaut de sensibilisation, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui considèrent que, la colonisation ou en tout cas que le patrimoine colonial, n'est pas leur patrimoine, alors que la colonisation, qu'on le veuille ou non, fait aujourd'hui, partie de notre histoire. Donc je pense que, il y a un vrai travail à faire pour, dans un premier temps, s'assurer que, le patrimoine architectural ou en tout cas celui qui est classé, au niveau de notre pays soit représentatif de ce que, les gens considèrent comme étant leur patrimoine et dans un deuxième temps, qu'un travail de sensibilisation soit fait auprès de ces mêmes personnes pour, qu'elles sachent ce qui est représentatif aussi de notre patrimoine au niveau national. Et quel est son état aujourd'hui? Malheureusement, du fait qu'il est très méconnu, comme le disait Xavier tout à l'heure, il est de ce fait pas assez protégé, pas assez préservé et beaucoup de bâtiments aujourd'hui, notamment des bâtiments classés, sont détruits du jour au lendemain, sans que personne ne soit vraiment informé ou sans que personne ne soit vraiment, touché, par cette, destruction, malheureusement. Quels sont les mécanismes de protection de ce patrimoine au Sénégal? Alors, il faut savoir donc au niveau de la loi, notre patrimoine est protégé déjà depuis la colonisation, d'abord à travers un décret qui a été, adopté en 1937 et une loi qui a été adoptée en 1956. Depuis donc l'indépendance, nous avons la loi 71/12 qui protège les monuments historiques ainsi que les, fouilles et découvertes, archéologiques, qui donc, protège notre patrimoine culturel. On a également au Sénégal 2 entités, 2 institutions qui sont chargées de, la protection du patrimoine. Il s'agit de la Direction du patrimoine culturel qui a été créée en 1970 et du Bureau d'architecture et des monuments historiques, le BAM, qui a été créé vers les années 1980. Donc ces 2 institutions sont chargées d'inventorier le patrimoine, de le protéger et finalement de faire en sorte que, cette fameuse loi 71/12 soit appliquée.
Au niveau international, comme l'a mentionné Xavier tout à l'heure, on a également la Convention du patrimoine mondial que le Sénégal a ratifiée en 1976 et le Sénégal compte aujourd'hui 7 sites inscrits sur cette liste du patrimoine mondial. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que cette loi n'est pas forcément appliquée aujourd'hui. Beaucoup de sites classés sont aujourd'hui détruits. Cette loi n'est pas forcément adaptée à notre contexte puisque, il est stipulé, par exemple, que toute personne qui ne se conformerait pas à cette loi, devrait payer une amende de 50 000 à 500 000 francs, ce qui est un montant assez dérisoire aujourd'hui pour, ce que ça représente. Donc je pense qu'il y a un problème déjà, au niveau de cette loi, de l'application et de l'adaptation de cette loi à notre contexte d'aujourd'hui et également un problème au niveau donc des institutions en charge de faire appliquer cette loi, qui, malheureusement n'ont pas assez de moyens, que ce soit des moyens techniques, puisqu'il n'y a aucun architecte, qui fait partie de ces institutions ou au niveau, financier puisque le budget qui est alloué à ces institutions est vraiment, dérisoire. Alors, je vais peut-être réagir sur 2 points. Le premier est la question du désintérêt par rapport au patrimoine colonial. C'est à mon avis un faux problème parce que le désintérêt, en fait, concerne tous les patrimoines, y compris le patrimoine vernaculaire dont on peut aussi être fier, qui disparaît progressivement et donc ça aussi, il faut comprendre que c'est la question coloniale est vraiment à mon avis, tout à fait subsidiaire. La deuxième chose, c'est que le patrimoine, disparaît aussi à cause d'un rapport de force qui est tout à fait inégal entre les gens qui cherchent à protéger le patrimoine et les gens qui, spéculent. Autrement dit, les gens qui veulent construire à l'emplacement de bâtiments qu'ils souhaitent détruire pour construire un immeuble à la place, pour dire les choses simplement. Donc, à partir du moment où le terrain vaut plus cher que le bâtiment forcément va être amené à disparaître tôt ou tard. Si c'est pas cette génération, ce sera la suivante, mais il sera amené à disparaître. C'est pourquoi ce combat, cette lutte pour la protection du patrimoine est à mon sens un combat perdu d'avance, mais il est nécessaire pour mieux nous connaître et pour nos racines. Mmh. Je vais juste compléter en disant que effectivement, depuis ces 20 dernières années, on constate une accélération, en fait, de ce phénomène de destruction du patrimoine et d'ailleurs dans le livre, qu'on a écrit avec Xavier, donc Dakar Métamorphose d'une capitale, on a recensé près de 400 bâtiments à la fin de l'ouvrage et aujourd'hui, ça fait 1 an que le livre est sorti et il y a près d'une vingtaine, si ce n'est plus, de bâtiments qui ont déjà disparu. Quels sont les exemples de restauration du patrimoine dans l'histoire du Sénégal? Avant de donner des exemples de restauration, je vais revenir sur, quelques termes, en fait et sur les différentes façons dont on peut intervenir sur un bâtiment historique, ou un bâtiment classé. Donc il y a effectivement la restauration qui consiste à, hem, restaurer donc le bâtiment avec les techniques et les matériaux d'origine. Il y a également la réhabilitation où, la structure est conservée, mais des éléments modernes peuvent être ajoutés, notamment, à l'intérieur du bâtiment et enfin, on a la rénovation où, là, on prend un peu plus de liberté et on peut ajouter des extensions, conserver une partie de la structure ou non. Donc il y a différents moyens d'intervenir sur un bâtiment. Si je dois parler, par exemple, du Sénégal, des exemples de restauration en tant que telle, on n'en a pas beaucoup. Il y en a peut-être à Gorée avec, la restauration de, la maison des esclaves ou de la maison Victoria à Albis. Hem et sinon des réhabilitations, il y en a beaucoup plus. Je vais citer notamment la réhabilitation de la gare, de Dakar, qui est une réhabilitation extension et qui a été donc, le bâtiment a été inauguré en 2018 dans le cadre, du projet du TER et a été même shortlisté pour, le prix Aga Khan. Ce qui montre aussi l'intérêt, de certaines, fondations ou, hem, instances en tout cas qui s'intéressent à l'architecture
par rapport à cette question justement de sauvegarde du patrimoine et de réhabilitation. Est-ce que je peux citer d'autres projets? À Saint-Louis, par exemple, il y a des projets de l'APIX qui sont en cours, pour la réhabilitation de plusieurs, maisons. Pour le coup, on est sur à la fois de la restauration et de la réhabilitation dans ces exemples, notamment le projet de la Maison du patrimoine à Saint-Louis. Voilà, c'est des exemples que je peux donner. Quelle solution pour assurer la sauvegarde de notre patrimoine? C'est une question qui est très vaste. En termes de solutions, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. La première serait pour moi de renforcer, hem, la loi de 71-72 parce que comme Alissa l'a si bien dit tout à l'heure, elle n'est pas suffisamment, dissuasive et elle est peut-être un peu obsolète, donc il faudrait la mettre à jour et en renforcer les textes. Il y a également le fait de constituer, un conseil ou un comité qui serait consulté par rapport au patrimoine et qui interviendrait chaque fois qu'on doit, intervenir sur un bâtiment. Il y a la formation aussi qui rentre en jeu parce que je pense que, il faut former les architectes à cette question de patrimoine. Aujourd'hui, tous nos confrères ne sont pas forcément formés à ces questions ou spécialisés dans le patrimoine. Donc, je pense que la formation, renforcer la loi, la création d'un comité et le fait d'être consulté par les autorités, quand il y a une intervention sur un bâtiment, je pense que c'est ce qui contribuerait à améliorer la situation et aussi, bien entendu, renforcer les institutions que Alissa a mentionnées tout à l'heure, donc la DPC et le BAM. Je peux? Alors pour, revenir ce que tu as dit sur, les formes de réhabilitation, restauration, rénovation, je pense que, ce qu'il faut, garder ou en tout cas ce qui est important dans ces formes de reconstruction, c'est que, le bâtiment puisse préserver son authenticité et dans les exemples que tu as cités, je pense que c'est quelque chose qui ressort, que l'authenticité a été maintenue. On a également d'autres exemples où malheureusement je trouve que l'authenticité n'a pas forcément, été maintenue. Par exemple, l'hôtel de l'Indépendance, qui a perdu complètement sa façade. En tout cas, la façade a été refaite et elle n'a plus du tout la même forme ou les mêmes qualités que celles qu'elle avait, dans le passé. On peut parler du marché Sandaga peut-être, à voir ce que le bâtiment va devenir, mais le bâtiment est actuellement en reconstruction après avoir été complètement démoli et donc on peut se poser la question de l'authenticité. A-t-elle été préservée, ou non? Quelque chose aussi que je voudrais rajouter, c'est la question des usages, parce que c'est bien beau de restaurer, réhabiliter, rénover un bâtiment, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Et je trouve qu'un magnifique exemple, c'est celui de la gare, puisqu'aujourd'hui elle abrite c'est le terminus du TER, et ça a permis de vraiment redonner toute sa richesse à cette gare. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Et pour conclure sur la question des solutions, alors, il me semble que dans la loi 71-12 ou alors c'est dans un autre texte, légal que j'ai eu à lire, récemment, ce fameux comité est mentionné et je pense qu'il a existé à un certain moment donné. Donc je trouve ça bien que tu l'évoques et justement ça montre l'importance de repenser à ce comité, et à la loi. Pour les autres, solutions que je préconise, je donc au-delà de la loi que tu as mentionnée, je pense que le travail que vous faites, Xavier et toi avec tes balades, Xavier avec, ses podcasts et tout ce que tu fais depuis des années, sur les réseaux sociaux, ce sont aussi des moyens de contribuer à transmettre le patrimoine pour faire en sorte que ce ne soit pas qu'une affaire des architectes, et que ça puisse parler à vraiment tout le monde, qu'on puisse sortir de notre bulle de passionnés du patrimoine pour atteindre un plus grand nombre et je pense que ça, c'est une des solutions, également pour, faire en sorte de préserver notre patrimoine. Je vais peut-être ajouter 2 exemples, 2 ou 3 exemples
Ou plutôt, plus exactement, 2 ou 3 contre-exemples. Là, tu as cité le marché Sandaga. Ouais. C'est ni une réhabilitation, ni rien. C'est la reconstruction d'un bâtiment neuf à la place d'un bâtiment ancien et qui va ressembler, en tout cas au moins dans sa forme, au bâtiment ancien. On a eu la même chose avec le marché Kermel, on a eu la même chose avec le pont Faidherbe. Ce sont des bâtiments, enfin des bâtiments, le pont, c'est pas un bâtiment, ce sont des ouvrages, qui sont reconstruits à partir de zéro, qui ont perdu donc leur identité, même si apparemment ils ressemblent toujours à ce qui était là auparavant. On risque à terme, si ces opérations se poursuivent, de perdre cette identité, de perdre ce patrimoine et d'avoir ce qu'on appelle, une série de pastiches, c'est-à-dire des répliques de bâtiments anciens qui vont vaguement évoquer, ces bâtiments anciens, mais qui en réalité seront tout à fait autre chose, qu'on trouvera peut-être plus confortable parce qu'il y aura la climatisation, parce qu'ils seront peut-être plus solides, mais qui auront perdu cette authenticité nécessaire. Je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire et ça me ramène à ce que je disais au tout début, à l'architecture. Qu'est-ce que l'architecture? C'est aussi des savoir-faire et quand on détruit complètement un bâtiment et qu'on le reconstruit aujourd'hui, des décennies plus tard et ben, on a plus tous les savoir-faire qui étaient associés au bâtiment d'origine donc c'est une grande perte en effet et je te rejoins totalement. Ouais. Je vous rejoins aussi. Tu as parlé tout à l'heure de l'exemple de l'hôtel Indépendance. Pour moi, c'est même pas une rénovation, c'est une reconstruction, pareil, et une démolition, puisque la façade a été littéralement démolie et c'est que la structure qui a été conservée. Et c'est cette façade qui faisait l'authenticité et l'identité de ce bâtiment. Pour le cas du marché Sandaga, on est sur une reconstruction qui n'est même pas une reconstruction à l'identique, mais qui se rapproche en tout cas du bâtiment d'origine. Et encore une fois, effectivement, on perd en authenticité et en identité. La question s'est posée effectivement avec Carmel, qui pour moi est quand même Proche. plus une réussite que ce que va être Sandaga, puisqu'en termes de matérialité quand même sur Carmel, et en termes de construction et de structure, on a quand même respecté, le bâtiment d'origine jusque dans les céramiques et cetera. Alors que Sandaga, c'est un tout autre, bâtiment dans le même style, mais ça sera un tout autre bâtiment, y compris dans la fonction. Ce qui suffit pas de reconstruire. Sandaga, c'était pas juste un marché. C'était un lieu de vie, c'était un lieu de rassemblement, c'était un lieu où, les danseurs, par exemple, du théâtre, Sorano s'entraînaient sur la terrasse. C'était transformé en salle de bal, après le marché dans les années 60 et aujourd'hui, si on reconstruit pour faire un, centre commercial avec juste des boutiques, ben, on perd ce qu'était Sandaga, en fait. Quel est votre mot de conclusion? Donc je voulais vous remercier, Studio Kasumi pour l'invitation. Et rappeler, comme je disais tout à l'heure, que le patrimoine architectural n'est pas ou ne doit pas être que l'affaire des architectes. C'est quelque chose qui concerne tout le monde et je voulais inciter tout le monde à s'y intéresser. Merci. Alors, donc merci Studio Kasumine pour l'invitation. Comme Alissa, je vais effectivement aussi inviter les gens à s'intéresser beaucoup plus à ces questions de patrimoine et peut-être donner une petite note d'espoir parce qu'on pourrait croire, qu'avec toutes les démolitions auxquelles on fait face, que c'est, un peu peine perdue pour, la sauvegarde du patrimoine à Dakar. En donnant des exemples de villes qui, ont su se réinventer. Par exemple, Singapour où, aujourd'hui c'est une ville qui utilise, les nouvelles technologies, le fait de végétaliser pour transformer la ville, y compris les parties anciennes. Il y a également une ville en France qui s'appelle le Plessis-Robinson où en 30 ans, la ville a été complètement transformée et un nouveau centre a été créé. Donc il y a des solutions qui pourraient, rendre à Dakar son authenticité tout en préservant le patrimoine, mais ça demande effectivement une volonté politique forte.
Très bien. Moi aussi, je vais conclure en vous remerciant pour cette invitation, et puis vous dire que, on a fait un grand écart au cours de cet entretien entre la préhistoire et l'époque, contemporaine, en insistant beaucoup sur le patrimoine, sur la nécessité de préserver le patrimoine, mais aussi je voudrais insister sur le fait qu'on a besoin d'être curieux. On a tous besoin d'être curieux, pour savoir comment c'était avant et pourquoi on a fait comme ça. Et cette curiosité doit s'accompagner d'humilité. On doit pouvoir dire, être humble par rapport à ce qu'ont fait nos ancêtres qui avaient, probablement plus de bon sens que nous. Ils savaient pourquoi ils orientaient un bâtiment de telle façon, pourquoi ils montaient pas, trop d'étages, au-dessus du rez-de-chaussée, pourquoi? Et tout ce bon sens qu'on a perdu avec le temps, il est nécessaire, à mon avis, absolument essentiel de le retrouver, pas simplement dans la construction, hein, d'ailleurs, mais dans les qualités thermiques d'un bâtiment, dans la végétation, et cetera, et cetera. Il y a beaucoup d'éléments qu'on doit se dont on doit se réapproprier, et puis retrouver ce bon sens qu'on a perdu, et ça, c'est grâce à la curiosité. Il faut faire des recherches, il faut faire des recherches en particulier aussitôt qu'on intervient sur un site du patrimoine, un site patrimonial ou sur un bâtiment patrimonial, il faut qu'on arrive à comprendre l'histoire de ce bâtiment. Vraiment, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, pourquoi ils l'ont fait comme ça et pourquoi ils l'ont pas fait autrement. Et ça, c'est absolument essentiel. Merci à vous pour la qualité de vos analyses, la richesse de vos expériences et la vision que vous nous avez partagée aujourd'hui. Ce fut un réel plaisir de vous accueillir au studio Casumine. Nous vous souhaitons plein de succès dans vos projets à venir et espérons vous recevoir à nouveau très bientôt.